Bonjour Valérie Lefloc, bonjour Isabelle Varescon. Bonjour Boris. Bah, écoutez, bienvenue dans l'émission d'entrée de jeu sur Ludocorpus. Je suis très heureux de vous accueillir dans l'émission pour cette interview où nous allons évoquer aujourd'hui le projet Je vieillis. Alors, avant toute chose, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez respectivement vous présenter l'une et l'autre? Tu commences Valérie ou je commence? Comme tu veux, vas-y. Allez. Bon, allez, moi je suis Isabelle Varescon, donc je suis professeure de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Paris-Cité. Je suis spécialisée dans le champ des conduites addictives avec ou sans substance. Et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui donc pour parler de ce projet de recherche collaboratif avec Valérie. Donc, Valérie Lefloc, moi je suis professeure des universités à l'université Toulouse de Jean Jaurès. J'appartiens à un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Clé, cognition, langue, langage et ergonomie. Et une des thématiques phares du laboratoire, c'est de s'intéresser aux conduites enfin, à la prise de risque dans des contextes incertains. Donc, grosso modo, tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Donc voilà, et j'ai un intérêt pour les jeux de hasard et d'argent depuis une vingtaine d'années. Voilà, autrement maintenant, je travaille aussi sur le changement climatique, etc., etc. Bref. Je fais partie du laboratoire qui s'appelle le LPPS, donc Laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris-Cité, qui est un laboratoire qui s'intéresse, bah, comme son nom l'indique, à la santé au sens large et qui a trois axes de recherche. Et moi, je suis plutôt dans l'axe vulnérabilité et on travaille sur tout ce qui rend les personnes plus vulnérables, plus à risque de développer des troubles, troubles mentaux au sens large. Mais il y a aussi un axe intervention et prévention dans lequel aussi mes recherches peuvent s'inscrire. Alors sans plus tarder, merci pour cette présentation, et sans plus tarder, on va parler du projet Je vieillis. Est-ce que vous pourriez d'abord nous parler de son origine et peut-être avant tout du constat qui vous a donné envie de travailler sur une population âgée, puisque c'est cette population dont il s'agit? Alors là, j'ai repris parce qu'avec Isabelle, donc on était partenaires toutes les deux sur ce projet, avec d'autres collègues, hein, bien sûr, qu'on citera voilà, éventuellement au cours de la discussion. Mais on est parti de trois constats. Alors, je vous en rends compte hein, de la manière suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de statistiques qui sont sortis au niveau de l'Observatoire des conduites de jeu. Je ne me souviens plus exactement du nom, mais entre 2000 et 2016, le budget global consacré aux loisirs a diminué, alors que la part allouée aux jeux a connu une hausse significative. Donc ça a été un premier constat. Et le deuxième qui concerne enfin, l'intérêt pour cette population-là, c'est qu'entre 2010 et 2014, le nombre de joueurs âgés de 45 à 75 ans a augmenté de 11,5%. Donc ça, ce sont des données qui ont été obtenues par Cost et ses collaborateurs. Et les personnes âgées de 55 à 64 ans apparaissent comme les premiers consommateurs de jeux de hasard et d'argent. Voilà, alors Isabelle complétera bien sûr, hein, mais beaucoup de recherches ont concerné souvent des publics plus jeunes, des publics, voilà, et peu, en fait, de recherches. On a eu du mal, hein, d'ailleurs, à trouver de la littérature scientifique concernant voilà, cette population plus âgée. Alors, on ne va pas débattre sur à partir de quand nous sommes vieux, etc. Ça a beaucoup animé nos discussions, mais bon, voilà le premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'à l'horizon de 2050, la population des plus de 60 ans devrait croître de 50% selon l'INSEE. Donc, voilà, donc c'était important pour nous, en tout cas, d'essayer de mieux comprendre, en tout cas, les dynamiques en jeu pour ces différentes tranches d'âge. Voilà le constat général, en tout cas. Oui, c'est Alors, absolument ça, hein, ce que vient de dire Valérie. Effectivement, je vais pas reprendre les chiffres. Et puis, j'insiste un peu sur ce que Valérie a aussi évoqué. Il n'y a pas de littérature scientifique sur les personnes de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a beaucoup de littérature internationale et je crois un peu française, plutôt sur les personnes plus jeunes.
les jeunes adolescents, jeunes adultes, et voilà, la tranche jusqu'à 40 ans. Mais après, on a très peu de choses, alors que ces personnes n'arrêtent pas de jouer forcément après 40 ans. Donc voilà, ça nous semblait important de faire un focus sur plutôt cette tranche d'âge. Est-ce que vous pourriez revenir ensuite sur le type de jeux qui ont été étudiés, puis peut-être aussi sur bah, définir quelques termes qu'on retrouve dans les publications comme l'illusion de contrôle, et puis enfin comment vous avez procédé pour cette recherche. Je crois que vous avez reçu une ANR, donc évoquer un petit peu le montage du projet ensuite. Ouais, alors, on a Euh, le droit de dire cela, c'est qu'en fait, déjà l'idée de travailler ensemble avec Isabelle et son équipe, hein, et l'équipe de Toulouse. Moi, j'avais invité Isabelle à 2 jurys de tête, je crois. Voilà, donc ça a été les prémices. Et puis, on s'est revus parce que vous nous aviez invités avec ma collègue Céline Mercier au GIS Jeu, où on était intervenu sur l'impact des messages de prévention et l'impact de ces messages sur les conduites de jeu. Et puis au moment du social event, donc nous nous sommes retrouvés avec Isabelle et notre collègue Céline Mercier répond à beaucoup d'appels d'offres et elle a dit, écoutez, il faut quand même se lancer, essayer de répondre à une ANR parce qu'il y a vraiment du travail à mener. Donc voilà l'origine un peu ludique aussi, enfin, convivialité de la recherche qui nous a amenés à travailler ensemble et voilà, à proposer ce projet à l'ANR qui nous a donc financé pour 3 ans. Alors avec les périodes Covid, ça s'est un petit peu étalé, mais voilà. Et après, j'ai oublié. Oui, Isabelle, je te laisse continuer. J'ai oublié la Oui, oui, question. ben, enfin, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui travaillent sur le jeu finalement en France, hein. Et donc l'équipe de Valérie en fait partie. Ici à Paris-Cité, il y a Céline Bonner qui travaille, une, une- une jeune collègue qui est maintenant prof d'université, qui a fait la première thèse en France en clinique, dans ma spécialité en clinique patho sur le jeu, les jeux de hasard et d'argent. Donc, c'était quand même important aussi de se fédérer autour d'un projet commun entre universitaires français, mais aussi peut-être rappeler que notre collègue, une collègue de l'Université de Laval, comme Isabelle Giroux, a aussi participé à l'étude. Donc, en fait, il y avait 2 équipes françaises, on va dire ça comme ça, et puis plus une équipe québécoise. Donc une collaboration internationale. Justement, dans la question, dans la question précédente, il y avait peut-être que vous pourriez rentrer à présent dans la méthode sur quel type de jeux ont été étudiés, qu'est-ce que l'illusion de contrôle, parce que je pense qu'on a un public qui ne connaît pas forcément les présupposés théoriques de ce type d'études. Est-ce que vous pourriez définir et puis expliquer un petit peu la méthodologie? Ben, oui, on peut peut-être, on peut dire plusieurs choses. L'idée, déjà, c'était de travailler avec une population tout venant, donc pas des personnes qui consultent. On n'était pas en population clinique, donc pas des personnes qui, en soi, d'emblée, pouvaient présenter un trouble lié au jeu. Donc, c'était en population, donc, comme vient de le dire, tout venant. Notre idée, c'était quand même de faire un peu un état des lieux sur quel type de jeu est joué. Alors, on a listé tous les jeux, hein, grattage, roulette, etc., pour voir un peu quel profil, quels étaient les jeux qui ressortaient le plus. Et donc, il y avait un premier questionnaire, un indice canadien du jeu excessif pour voir un peu le niveau d'intensité du jeu. Et puis, on s'intéressait après particulièrement, hormis les aspects sociodémographiques, les données sociodémographiques et le type de jeu, à plusieurs choses, dont quand même un concept hyper important, c'est l'illusion de contrôle. Puisque Valérie donc, a déjà travaillé sur cette thématique-là, l'illusion de contrôle, et puis nous aussi, à Paris-Cité, en collaboration avec Servane Barreau également, qui a fait sa thèse de doctorat sous ma direction et qui est maintenant maître de conférence à l'Université de Tours, la notion d'illusion de contrôle était quand même un concept qui nous intéressait beaucoup et qu'on retrouve beaucoup chez les joueurs. Parce que, en gros, l'illusion de contrôle, ça peut se définir comme une probabilité de succès supérieure à la probabilité réelle. Donc l'individu va penser qu'il a plus de chances de gagner, alors que l'objectivité du jeu n'est pas tellement prise en considération. Et donc, c'est un concept qui peut être qualifié comme une distorsion cognitive. Parce que quand on est dans l'illusion de contrôle, bah, c'est une façon
d'avoir une façon de voir la réalité pas tout à fait juste. Donc c'est très étudié dans le jeu parce que c'est presque une particularité chez les joueurs où il y a cette capacité à trouver des bonnes raisons pour continuer à jouer avec l'idée que s'ils pratiquent telle technique, etc., ils ont plus de chances de gagner. Ce qui repose en fait en soi sur uniquement leurs croyances. Donc voilà, on voulait aussi tester cette notion d'illusion de contrôle auprès d'une population vieillissante parce qu'on a des données, notamment chez des joueurs, mais beaucoup plus jeunes. Je sais pas, Valérie, si tu veux peut-être Alors, ajouter. l'illusion de contrôle, voilà, si on peut donner des exemples, enfin voilà, liés à l'observation, hein, mais c'est lorsque vous voulez obtenir un 6 avec un dé, par exemple, eh bien, on a observé en moyenne, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde fait comme ça, mais que les gens vont lancer plus fort le dé que s'ils veulent obtenir un 1. Alors ça marche bien avec les enfants, mais avec les adultes aussi. Voilà, en fait, ce sont toutes les stratégies, comme le disait Isabelle, que le joueur va mettre en place pour se donner, enfin pour avoir le sentiment en tout cas qu'il aura plus de chances de gagner s'il fait ça. Alors euh, il y a des exemples aussi assez classiques dans la littérature lorsqu'on présente des grilles de loto avec des numéros qui se suivent versus des numéros qui ne se suivent pas mais qui ressemblent plus à une distribution aléatoire, ben, les gens accordent plus de chances à cette grille-là, donc distribution aléatoire, que lorsqu'on choisit des numéros qui se suivent. Allons donc savoir pourquoi. Voilà, c'est tous ces phénomènes-là, alors qu'on appelle aussi des perceptions erronées. Voilà, ben, après tout, si l'autre a gagné ou si l'autre vient de perdre avant moi, ben, moi j'ai peut-être plus de chances de gagner que l'autre a perdu. Voilà, c'est tous ces mécanismes qui sont assez automatiques hein, que l'on met en place. Et chez les personnes âgées, alors même s'il y a peu de résultats, il y a une thèse qui a été réalisée par une doctorante, une ancienne doctorante, Maëlys Fontaine, donc Isabelle était au jury de thèse, et qui a montré que chez les personnes vieillissantes, il y a une prise de risque plus importante, donc une prise de risque monétaire, hein, on joue plus d'argent, voilà, mais l'illusion de contrôle baisserait. Alors, on ne comprend pas bien encore pourquoi il y a ce résultat-là. Donc, voilà, il faut investiguer. Il y a des irrégularités, quelquefois, évidemment, dans les résultats que l'on obtient. Il y a des congruences, mais voilà, il faut essayer de... C'est ça la recherche, hein. Il y a des choses, voilà, convergentes et puis divergentes sur lesquelles on essaie de travailler. Oui, on précise que la recherche n'est qu'une étape et que les résultats permettent d'avoir un état de la science et qu'ensuite il faut approfondir ces résultats pour les confirmer et puis approfondir des pistes qui ont été ouvertes finalement. Ouais, tout à fait. On pourrait presque dire que notre étude, elle est exploratoire en soi, Oui. parce qu'on n'a pas de comparaison avec des échantillons francophones sur cette thématique-là. Donc c'était vraiment une étude, enfin c'est une étude exploratoire dont on est en train d'analyser les données. Donc on va pas pouvoir tout vous dire aujourd'hui, parce qu'il faut en garder un peu de données pour les publications à venir et les communications. Mais on peut dire oui qu'elle est exploratoire. Il faudrait, enfin il y a des points à reprendre, à approfondir, etc. Mais justement, quels sont les éléments? On va rentrer dans la partie résultats un petit peu et discussion sur cette recherche qu'on peut donc qualifier d'exploratoire. À la lecture des premiers résultats, qu'est-ce que vous avez observé comme tendance, on va appeler ça des tendances marquantes ou des éléments peut-être qui vous ont surpris, que vous pourriez d'ores et déjà évoquer aujourd'hui? Alors peut-être avant de commencer à répondre à cette question, en fait, il y avait trois axes de recherche hein, dans le projet de l'ANR. Un premier axe qui est, et en fait, c'est quand même un travail extrêmement long. C'est un travail sur la question que vous aviez posée, là, Boris, juste avant, sur l'illusion de contrôle. Voilà, qu'est-ce que c'est, comment on l'a défini et surtout comment on l'a mesuré. Et dans la littérature scientifique, il y a aussi beaucoup de différences en fait de mesures et d'opérationnalisation de l'illusion de contrôle. Voilà, ça peut être des échelles, ça peut être un ensemble d'items composant une échelle. Et donc ça, c'était l'axe 2 du projet, c'était de valider un instrument de mesure qui permet de mesurer l'illusion de contrôle. Et le troisième axe, c'est un axe, j'allais dire, moins fond. Enfin, voilà, on voulait tester l'impact des messages mais sur cette illusion de contrôle et sur le comportement.
Parce que c'est pas tout de dire que ça peut augmenter l'illusion de contrôle des gens, mais qu'est-ce que ça produit, cette illusion, sur le comportement réel de jeu. Donc voilà, c'était les trois axes. Donc la méta-analyse, alors la méta-analyse, c'est un grand mot pour dire qu'on a lu énormément d'articles et qu'on voit comment les choses ont été opérationnalisées pour voilà, repérer ce que un peu je disais tout à l'heure, s'il y a des convergences, divergences dans les mesures et dans l'état de la littérature. Le deuxième axe, ben, on a fini par valider de cette échelle MDIC. Isabelle pourra en parler davantage. Donc là, il y a un article qui a été soumis. Et puis, ben, l'impact des messages de prévention sur les comportements de jeu. euh, euh, Nous n'obtenons pas en tout cas les résultats auxquels nous nous attendions, puisque on avait montré il y a quelques années de ça en arrière que lorsque les messages de prévention convoquaient la responsabilité de l'individu, restez maître du jeu, soyez responsable, on avait montré que ça augmentait l'illusion de contrôle, donc ces stratégies-là, et que ça augmentait la prise de risque monétaire. Donc les gens investissaient plus d'argent. Et là, on a testé un ensemble de messages, ceux qui insistent sur le contrôle, ceux qui insistent sur les risques, l'endettement, addiction, etc. Et puis, on avait une rubrique de messages qui était centrée sur le hasard. N'oubliez pas que c'est du hasard. Bon, les opérateurs de jeu n'utilisent pas ce genre de message forcément, mais on a voulu tester ça. Et les résultats, pour l'instant, voilà. On ne réplique pas en tout cas ce que l'on a obtenu quelques années en arrière. Donc, ça pousse évidemment à réfléchir, à comprendre pourquoi. Parce que là, les gens étaient en réelle situation de jeu. Alors, c'est un jeu que l'on avait monté sur ordinateur. Donc, il y avait comment dire, une mesure comportementale, voilà, qui pour l'instant, voilà, nous demande, il faudrait un autre projet pour financer, pour continuer à comprendre, voilà, l'absence d'effets manifestes pour l'instant. Sur le plan statistique, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses ailleurs. Oui, on peut reprendre. Ben, alors déjà, Valérie l'a très justement dit, hein, donc il y avait les trois axes du projet. Donc, il y a un gros travail de revue de littérature qui a été fait pour la méta-analyse, là, qui va pouvoir servir quand il va être publié aux autres chercheurs francophones, puisqu'on a délimité, on a tenté de délimiter ce qu'était l'illusion de contrôle, comment c'était perçu, parce que c'est quand même un concept encore polysémique, Mm. et une mise en évidence de comment on le mesure. Donc ça va être quand même une contribution directement scientifique et pédagogique aussi pour l'avenir. Après, il y avait une échelle qui avait été créée par l'équipe de Valérie, qui s'appelle l'EMDIC, donc comme Valérie l'a rappelé. Et donc cette échelle-là, on l'a retestée sur un échantillon de 311. 1311, voilà, j'allais dire 1411, mais c'est 1311 individus. Et toutes les analyses factorielles, etc., ont été faites pour voir si elle était censée mesurer ce qu'elle était censée mesurer chez une population donc plus âgée à partir de 40 ans. Donc là, cet outil va pouvoir être utilisé aussi pour mesurer l'implication dans le jeu et l'illusion de contrôle sur une tranche d'âge plus âgée que ce qui existait auparavant. Donc ça, c'est aussi un plus quand même qui pourrait être à la destination des praticiens, des chercheurs, etc. Et puis, donc, ce que disait à l'instant, je vais parvenir sur ce qu'a dit Valérie sur les messages qui ont été testés dans le cadre d'une manip, en fait, c'est des résultats en soi, hein. La recherche, c'est ça. On valide pas toujours ce qu'on a émis comme hypothèse. Ça nous aide à réfléchir sur peut-être le choix des messages, la méthode de recrutement des participants, etc. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Il y a 2 articles qui sont soumis. Déjà, il y en a d'autres à venir. Donc, et puis, il y a des communications qui ont commencé à être faites un peu à l'étranger, mais aussi en France, etc. On commence à diffuser parce qu'elle vient juste de se terminer la NR là, cette année-là. Merci pour ces éléments sur la méthode et puis des premiers on va dire, résultats ou des jalons qui sont posés pour les futures recherches. Euh, Peut-être pour un public peut-être moins scientifique qui nous regarderait, est-ce qu'il y a des tendances quand même qu'on pourrait donner
sur comment le vieillissement modifie-t-il les comportements du jeu? Est-ce que vous avez déjà des hypothèses ou est-ce que c'est encore trop tôt selon vous? Moi, ma première réaction, c'est de se dire qu'il faut être très prudent sur ça, parce qu'en fait, il faudrait déjà sinon faire des études comparatives en fonction des tranches d'âge. Et puis, ce qui serait très intéressant dans l'absolu, mais qui n'est pas faisable, en tout cas en France, c'est des études longitudinales. Ouais. Voir si le rapport au jeu change avec l'avancée en âge. Bon, ça, on n'a pas. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse. On voit bien ce qui pourrait être fait, mais qui est en soi pas faisable en termes d'investissement, de temps, d'énergie et d'argent. Ce qui est surtout important, c'est quand même dans ce qui ressort de nos données, c'est qu'il faut bien distinguer, mais ce qu'on savait déjà chez les plus jeunes finalement, hein, que en fonction du profil de joueur, en fonction du type de jeu, on n'a pas les mêmes résultats. Et ça avait été bien démontré antérieurement, hein, par des équipes, bon, Céline Bonner, mais d'autres aussi, que c'est vraiment le type de jeu qui a un rôle extrêmement important sur la façon de penser l'illusion de contrôle. Et on voit bien qu'on a des clusters qui diffèrent en fonction du type de joueur. Encore une fois, nous, en étant en population, n'ont pas qui présentaient des troubles, hein, c'est des joueurs tout venant hein, qui participent à l'étude. Hein. Donc il faudrait répliquer aussi cette étude, me semble-t-il, avec des populations cliniques, donc des personnes, des joueurs plus vieillissants, en contrôlant quand même quelque chose qui paraîtrait, selon moi, important pour l'avenir, ce serait de contrôler quand même aussi l'état cognitif des personnes. Parce que ça, on a juste mesuré l'anxiété et la dépression, nous, parce qu'on sait que ça a un effet sur les croyances, etc. Mais on n'a pas testé les capacités cognitives des individus. Donc, il serait quand même aussi intéressant de voir, de s'assurer qu'il n'y a pas un déficit, pour pas parler de troubles, ou des atteintes cognitives qui pourraient avoir un effet sur l'illusion de contrôle. Sur les populations vieillissantes, puisque vous savez comme moi que le cerveau, à partir de 40 ans, quand même, est quand même un peu moins opérant, hein, on va dire ça comme ça. Même avant, mais surtout à partir de 40 ans. Alors, c'était un peu prévu, hein, enfin, c'était pas un peu, c'était prévu dans le projet initial, hein, parce que notre collègue, la Maëlys Fontaine, a le titre de psychologue aussi, a fait un stage en EHPAD. Hein. Donc, elle avait, voilà, on avait accès au terrain, et puis pandémie, Covid, etc. Donc, il a fallu aussi réajuster, ben, voilà, en fonction du contexte hein, dans lequel la recherche a été plongée, réajuster nos objectifs en tout cas. Donc voilà, il y a encore. Je crois qu'il faut bien garder en tête qu'il y a les projets de recherche à la base qui sont pensés par des enseignants-chercheurs. Puis après, il y a la réalité du terrain, ce qu'on appelle la faisabilité. Et il y a toujours un temps d'ajustement parce que les choses se passent pas, on ne travaille pas avec les petites souris dans un laboratoire. Hein. J'ai rien contre les souris et les labos qui travaillent avec les souris, mais enfin, nous, on travaille avec des êtres humains. Et donc, en fait, il y a toujours ce temps d'ajustement pour qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et ça fait partie aussi du processus de la recherche. Et je voudrais quand même aussi ajouter un point, c'est que les financements sont sur une durée hum, qui est donnée à la base. Et donc, ne sont pas extensibles en soi. On n'a pas des financements sur des programmes de recherche sur 10 ans. C'est pas ça. Hein. Donc, oui, il y a toutes ces composantes-là aussi qui font qu'on doit s'adapter, modifier un peu ce qui était initialement prévu, même si scientifiquement, ça nous parlait davantage, quoi. Oui, c'est les contraintes de la recherche aussi, hein, parce qu'on a des financements pour des postdocs, mais le postdoc, c'est un contrat à durée déterminée. Et que quand voilà, les jeunes docteurs que l'on recrute trouvent aussi un emploi plus stable, ils s'en vont. Donc voilà, c'est ce qui nous est arrivé hein, plusieurs fois dans le projet. Donc il faut aussi, enfin, pas reformer, parce qu'ils sont formés, mais en tout cas sensibiliser, enfin, que les nouveaux chercheurs en fait, sur le projet doivent aussi ben, prendre le train en marche. C'est pas toujours, enfin, il y a un temps d'adaptation nécessaire. Voilà. Et Et, donc enfin, là, on tout ça dit, pour résumer, c'est quand même que c'est très chronophage, hein, tout ça. Ouais, bon, je pense que les chercheurs qui nous écouteront, je pense, sont d'accord avec nous. Oui, ce qu'on observe, c'est que la recherche prend du temps, et puis c'est vrai qu'il faut travailler par étapes. Bon, là, on voit bien que ce projet Je vieillis, c'est plutôt c'est comme vous l'avez dit, un travail finalement préparatoire, un promontoire pour de futures recherches qui vont pouvoir zoomer, préciser, et puis affiner ces premières tendances. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y aurait des perspectives en perspective de recommandation? Est-ce qu'en matière de prévention, on pourrait déjà dire des choses ou des spécificités
pour ne pas stigmatiser cette population vieillissante, par exemple, en attente bien sûr de résultats? Est-ce qu'il y a il y a des pratiques et des façons de faire que vous auriez déjà pu acquérir dans cette recherche préalable? Euh, Moi, je pense que l'idée de stigmatisation, elle était loin de nous, hein, évidemment. C'est pas des, parce qu'on est- Les participants sont libres de participer à notre étude ou de refuser. C'est ce qu'on appelle le consentement. Donc, il n'y avait rien de stigmatisant dans notre étude, loin de là. Euh, je pense qu'il faut quand même garder en tête, et peut-être en message de prévention, c'est que les jeux de hasard et d'argent, quelles que soient les tranches d'âge, peuvent être des moments très ludiques, comme peuvent basculer dans quelque chose de plus compliqué, problématique, pour pas dire pathologique. Ça, il faut quand même aussi garder ça en tête, que c'est pas que les jeunes euh, ou moins jeunes. Donc, il y a ce premier point. Après, je pense que il faut aussi peut-être, en termes de prévention, c'est-à-dire que de dépistage, garder aussi en tête, comme on peut parfois avoir un regard sur les consommations de substances, alcool ou autres, chez les personnes qui prennent de l'âge ou qui avancent en âge, bah, garder aussi en tête que le jeu peut être aussi euh, une question à poser dans les entretiens chez des patients qui consultent un médecin généraliste ou autre. Il faut quand même aussi garder ça en tête, me semble-t-il. Pour moi, ce que dit Isabelle, c'est majeur parce que c'est vrai que je me souviens plus de l'année. Il y avait eu le colloque à Nantes. Tu savais, il y avait Robert Ladouceur, Isabelle Giraud qui était venus. Et je crois que c'était le premier, c'était le professeur Vénis, c'est ça? Tout à fait, oui. Avec ta Ouais. collègue Mm. Gaëlle Brunet. Voilà, c'était l'un des premiers colloques sur les conduites addictives, mais sans substance. Oh, et donc, voilà, ça a surpris beaucoup de monde de dire, mais non, l'addiction, c'est forcément voilà, la consommation de substances. Et non, alors moi, je ne travaille pas en psychopathologie voilà, directement, hein, c'est Isabelle qui nous forme là-dessus. Mais voilà, je crois que la question de la pratique récréative à la pratique qui devient problématique, voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit rester vigilant. Mais n'oublions pas que le jeu, c'est un moyen de socialisation, hein, Oui, oui, il faut au surtout pas tout faire de la départ. pathologie partout, hein, évidemment. Au tout départ. Mais c'est vrai que ça permet aussi, là, vous voyez, aux fêtes je dis les fêtes de fin d'année, etc. Mais on offre des boîtes, voilà, avec des tickets à gratter, tout le monde s'amuse. Voilà, donc il y a aussi ce moment qui peut être festif. Et puis, voilà, la conduite raisonnée et raisonnable. Et voilà, après, il y a toutes ces questions-là, hein, sur la question de la responsabilité, responsabilité collective, responsabilité individuelle. Bon, voilà, là, il y a eu des débats aussi, plutôt en sociologie, je crois, mais sur l'État qui, quand même, reçoit de l'argent du jeu, et puis l'État qui condamne. Et voilà. Donc, il y a aussi des perspectives, je trouve, historiques, hein, qui sont importantes à regarder sur l'histoire du jeu de hasard et d'argent et comment voilà, le pouvoir et les autres regardent cette pratique. Écoutez, merci, on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions, à mes questions et puis d'être venu sur l'émission d'entrée de jeu et sur le Docorpus. On suivra bien sûr avec attention les futures communications et publications à la suite de ce projet Jeu Guide, dont l'ANR vient de se terminer, comme vous l'avez dit. Donc merci encore et puis une très bonne journée à toutes les deux. Et à Merci. Boris, Au bonne revoir. journée aussi à vous. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.